Donc, je vais passer désormais la parole à Fanny Bernardon. Vous savez que nous avons toujours voulu introduire un congrès d'abord avec la parole des patients. Elle est membre et chargée de communication de l'association Coactis et elle est également pigiste dans le média de vie deuxièmeavis.fr. Merci beaucoup Fanny d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je m'appelle Fanny Bernardon, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui virtuellement, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de vous exposer quelle est la demande des patients vis-à-vis des INM contre la douleur. Donc j'en profite pour remercier Grégory Minaud de son invitation et toute l'équipe de l'ICEPS pour l'organisation et leur persévérance. Je ne suis pas patiente experte, mais j'ai une expérience vécue de la maladie, puisque j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 21 ans, donc un cancer hématologique. Alors, je ne saurais pas vous dire si je suis patiente en oncologie ou ancienne patiente, enfin, c'est ça qui est un peu étrange quand on parle de cancer. Je ne suis plus en traitement, je ne suis plus malade, mais on ne peut pas encore dire que je suis guérie, je suis en rémission. Mais voilà, comme j'arrive bientôt à la fin de la période de suivi de 5 ans, peut-être que mon hématologue me dira que je suis guérie. À mon sens, l'attente des patients de manière générale, elle est simple. Guérir, ne pas souffrir et puis ne pas tomber malade. Ça me paraît important de le rappeler parce qu'il y a un autre mouvement que celui des INM, c'est celui de la défiance des patients envers les médecins. Je voulais rappeler ce contexte en France car il donne aussi des informations sur l'engouement des patients pour les INM. Il y a un mouvement de défiance qui vient de la défiance envers l'industrie pharmaceutique avec les scandales qu'on connaît. Il y a une défiance qui vient du rejet du modèle du médecin sachant versus l'accès à l'information instantanée sur Internet. Et enfin, une défiance qui vient de la volonté d'être acteur de sa santé lorsque l'on est patient et de l'impression d'en être dépossédé parfois dans le cadre de la médecine allopathique. Donc l'un des enjeux de la médecine en France, il me semble, au-delà des INM, c'est de rétablir une bonne alliance thérapeutique entre soignants et soignés. Et ça, on sait aujourd'hui que cette alliance thérapeutique, elle participe de l'efficacité des soins. Mais voilà, au final, l'attente du patient, c'est toujours de guérir et de ne pas souffrir. Alors pourquoi moi, personnellement, j'en suis venue aux INM? Parce qu'après ma toute première cure de chimiothérapie, qui a duré au total 6 mois, lorsque j'ai vécu les premiers effets secondaires, donc principalement de fortes nausées qui m'empêchaient de manger et qui m'ont fait perdre du poids, je me suis dit que je ne voulais pas vivre ça pendant 6 mois et que j'allais essayer de trouver une solution. Donc j'ai demandé des médicaments plus forts à l'hôpital. On m'a donné la Rolls-Royce, des antinauséeux, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi, à mon pharmacien, et puis par des recommandations, par le bouche à oreille, j'ai découvert et j'ai testé un grand nombre d'INM. Je n'y connaissais pas grand-chose auparavant. J'avais fait quelques séances d'ostéopathie, un peu d'homéopathie lorsque j'étais enfant. Et donc là, pour ces nausées, j'ai gardé les INM qui me semblaient fonctionner et j'ai laissé de côté celles qui ne semblaient pas fonctionner. Je me suis fait en quelque sorte mon propre protocole. J'ai gardé notamment l'acupuncture beaucoup, la naturopathie et l'homéopathie. Alors l'acupuncture a parfois eu des effets incroyables, parfois pas du tout. Mais ça m'est arrivé de sortir de consultation avec l'envie de manger et avec plaisir alors que j'étais rentrée en consulte le ventre en vrac avec des nausées. Concernant l'homéopathie, je ne voyais pas du tout comment de minuscules granules pouvaient faire le poids face aux liquides rouges et hyper puissants de chimiothérapie, mais je les ai pris. J'ai aussi pris des compléments alimentaires, mais je serais incapable de vous en redonner le nom. Je sais aussi que des gens ont prié pour moi. Alors je les remerciais sans grande conviction, mais j'étais touchée par leur intention et je me disais que peut-être ça pouvait compter. Mon approche en fait, c'était de mettre toutes les chances de mon côté. Et je pense que c'est l'approche de nombreux patients atteints de maladies graves. Cette approche, elle peut paraître naïve parce que clairement, je faisais des choses que je ne comprenais pas. Je ne sais pas quel est le mode d'action des aiguilles d'acupuncture ou ce que sont les méridiens. Alors ça peut paraître étrange de faire des choses sans en connaître les ressorts. Ça n'a rien de cartésien et pourtant je suis de formation scientifique. Mais je me disais au pire ça ne fait rien et au mieux ça m'aide. Au pire, il s'agit uniquement d'un effet placebo et au mieux il se passe réellement quelque chose dans mon corps. Donc là la question c'est celle de l'évaluation, j'y reviendrai. Et les études, elles sont nombreuses sur les INM et elles sont parfois insuffisamment robustes pour en démontrer l'efficacité. Et on comprend bien pourquoi. Comment mesurer l'effet de l'aiguille de l'acupuncteur, de la manipulation de l'ostéopathe, de l'intervention de l'art thérapeute.
Non seulement les critères de jugement ils sont souvent subjectifs, mais en plus, il persiste de nombreux autres biais. Je voudrais revenir un instant sur l'effet placebo. Cet effet il se produit même dans le cadre de la médecine conventionnelle. Vous voyez un médecin, vous vous sentez déjà mieux, donc c'est ça hein, l'effet placebo. Néanmoins, les praticiens de médecine complémentaire, ils ont ceci de particulier qu'ils laissent souvent davantage d'espace et d'échange avec leurs patients et ils parviennent mieux à installer une relation de confiance. Et donc, comme j'ai dit, cette alliance thérapeutique, elle participe de l'efficacité des soins. Donc, pour cette raison, l'effet placebo pourrait être peut-être plus fort vis-à-vis d'un praticien DNM que d'un médecin classique. Mais au final, si on guérissait grâce à l'effet placebo ou si des douleurs étaient soulagées grâce à l'effet placebo, pourquoi est-ce que ça serait moins acceptable que de guérir avec des médicaments conventionnels? Mais en tant que patiente, ça m'importe peu. Et autant vous dire qu'avec un cancer à 21 ans, même s'il était de bons pronostics, ça ne m'importait pas du tout. Concernant les douleurs, j'ai une drôle d'anecdote. Donc, puisque mon système immunitaire était au plus bas hein, à cause des chimiothérapies, je recevais régulièrement des injections pour le stimuler. On ne m'avait pas prévenu, mais ça m'a donné de très fortes douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Je pense l'une des plus fortes douleurs que j'ai jamais eu à vivre. Et j'en ai fait part à mon acupuncteur, mais sans aucun espoir. Je lui ai juste raconté ce qui se passait. Et il m'a dit, bon, bah, Fanny, on va se voir avant ou après les injections, on organisera ça. Et moi, j'étais persuadée que ça n'aurait aucun effet. Et d'autant plus que cette séance-là, je voyais le remplaçant de mon acupuncteur avec qui le lien était moins fort. Eh bien, j'avais tort, je suis allée le voir la veille des fameuses injections et je n'ai pas eu mal. Donc voilà ce que je peux vous partager de mon expérience personnelle avec les INM dans le cadre du lymphome que j'ai eu et des douleurs. De manière plus large, il me semble que les raisons pour lesquelles les patients se tournent vers les INM sont extrêmement nombreuses. Ils sont en échec thérapeutique, ils veulent essayer une approche plus douce avant de se tourner vers un traitement conventionnel, par habitude, par tradition, par peur de la médecine occidentale ou en complément de la médecine conventionnelle, pour mettre toutes les chances de guérir de leur côté, pour améliorer leur qualité de vie. Voilà quelques exemples. Et puis de rappeler aussi que ces INM peuvent intervenir dans un contexte de maladie, mais aussi de santé, hein, dans un contexte de handicap ou encore dans un contexte de vieillissement. Maintenant, si je prends du recul sur mon expérience, je dirais que l'attente des malades, elle est triple. D'abord, l'information. Oui, j'ai eu la chance de me faire recommander des praticiens fiables, mais certaines personnes sont abusées par des praticiens parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont vulnérables et influençables. Moi, je suis reconnaissante de ne pas avoir eu affaire à ces charlatans, mais avoir accès à l'information, ça n'est pas inné, ça nécessite d'être un minimum instruit, d'être capable de comprendre la santé et les soins, parfois même d'avoir un réseau. C'est bien plus simple, par exemple, d'avoir un médecin dans sa famille. Et là, l'enjeu, c'est celui de la littératie en santé, donc la capacité à comprendre la santé. Et on sait aussi que mieux on comprend la santé, meilleure est notre santé, plus on est observant et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, je bénéficie d'INM à titre préventif pour prendre soin de ma santé au quotidien. Et lorsque je découvre une approche nouvelle qui semble pouvoir me faire du bien, je me fais systématiquement recommander un praticien. Je vérifie les tarifs et les avis avant de prendre rendez-vous. Et au moindre doute, je n'y vais pas. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir cette lucidité et cette capacité de discernement. La seconde attente des patients, c'est l'évaluation. Quels INM fonctionnent pour quelles indications, quels symptômes? Quels INM sont des dérives sectaires? Au final, comment identifier un bon praticien? Comment décrypter sa plaque? Comment s'assurer qu'il a été correctement formé? Personnellement, j'étais dans une démarche de test and learn, mais ça m'aurait fait gagner du temps de savoir vers quels INM me tourner pour mes effets secondaires spécifiques. Donc, je vous l'ai dit, de formation, je suis statisticienne en santé publique et je sais à quel point évaluer correctement une INM coûte cher. Et à l'heure actuelle, les investissements pour évaluer les INM ne sont pas du tout du même ordre que ceux pour évaluer les médicaments. Donc, le prérequis déjà pour évaluer les INM, c'est de s'en donner les moyens financièrement, ce qui assurera peut-être une bonne méthodologie. La troisième attente, après l'information et l'évaluation, c'est le financement. Tout le monde ne peut pas se payer des séances d'acupuncture à 90 € la séance toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Et là, je mesure encore une fois la chance que j'ai eue. Et je considère qu'il y a une véritable injustice sociale à ne pas avoir accès à des INM, particulièrement dans des maladies aussi graves et lourdes que le cancer, par exemple. Et j'irai même plus loin. Je pense que l'on ferait des économies si on remboursait certaines INM pour certaines indications.
Pour conclure, personnellement, j'ai décidé de me former au massage bien-être il y a 2 ans et je suis installée depuis 1 an. Si demain, quelqu'un vient me voir me demandant de guérir sa lombalgie, bien sûr, je lui répondrai que ça n'est pas mon domaine de compétence et j'espère que j'aurai toujours l'humilité de reconnaître que le massage thérapeutique n'est pas mon domaine de compétence, mais plutôt celui du kiné, par exemple. En revanche, je pense qu'un massage bien-être peut participer à soulager ses douleurs du dos. Et voilà, s'il vient se faire masser régulièrement, je lui demanderai d'en informer son médecin. Mais ça, c'est vraiment la différence entre l'acte thérapeutique qui est réservé aux soignants, le médecin, la sage-femme, par exemple, et la prise en charge de l'ordre du bien-être, par exemple pour le massage bien-être. Il me semble que là où la médecine allopathique est dans l'impasse, des solutions doivent être trouvées et elles sont peut-être dans les INM. On ne peut pas s'obstiner ou se résigner avec cette médecine allopathique lorsqu'elle montre indéniablement ses limites. Je vous ai donné le cas de la lombalgie, ça n'est pas par hasard. Mais encore faut-il se donner les moyens d'évaluer correctement les INM pour être ensuite en mesure de guider les patients, voire de prendre en charge financièrement. Il me semble que la méthode d'intégration des INM dans notre système de soins, elle doit suivre la logique évaluation, information, financement. Et cette intégration, elle doit aussi se faire en bonne intelligence avec la médecine allopathique, évidemment. Il ne s'agit pas de détruire cette médecine allopathique qui guérit. Je ne serais pas avec vous aujourd'hui si je n'avais pas reçu cette chimiothérapie, même si j'ai rêvé que ce traitement s'arrête. Et dans le même temps, réellement, je ne sais pas comment j'aurais fait pour supporter les effets secondaires de la chimiothérapie sans les INM. Quoi qu'il en soit, l'engouement pour les INM, ça n'est pas une mode. Il me semble que c'est un véritable mouvement de société et il est plus intelligent de l'encadrer de sorte à assurer la sécurité des patients plutôt que de lutter contre de façon dogmatique et systématique. Merci pour votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Vous avez dit des choses tout à fait essentielles. J'enlève mon casque. Sur la question notamment de votre parcours, avant que des questions soient affichées sur mon écran, la première des questions que j'aimerais vous poser, c'est effectivement, vous l'avez très très bien raconté et c'est très poignant, ce parcours du combattant finalement. Vous avez besoin de faire de l'essai-erreur, vous avez besoin d'aller chercher comment en France pouvoir avoir une information plus claire et plus précise vis-à-vis des pratiques, plutôt qu'effectivement d'avoir comme ça à devoir chercher et chercher et chercher là où les bonnes méthodes complémentaires à une chimiothérapie par exemple. Oui, absolument. Et encore, dans mon cas, c'est une maladie qui a duré 6 mois. Mais je pense aux malades chroniques qui vont être malades parfois toute leur vie. Je pense à la fibromyalgie, vu qu'on est dans la douleur, avec des patients qui sont d'abord en errance diagnostique, ensuite en errance thérapeutique, avec au final une absence de traitement curatif. Beaucoup de patients qui ont une fibromyalgie, pour rester sur cet exemple, se tournent vers les INM. Mais c'est la jungle. Enfin, c'est impossible de suivre un parcours, c'est du test and learn permanent. Puis parfois, une INM, ça va marcher, puis la fois suivante, ça ne va pas marcher, alors c'est très déstabilisant. Parfois, les praticiens ne se ressemblent pas, donc ça marche avec tel praticien et puis pas avec tel autre. C'est vraiment très lourd comme parcours, ça peut être désespérant et ces maladies chroniques comme ça, il y a la fibromyalgie, mais il y en a une multitude d'autres. Donc, quelque chose de guidé, INM pour mettre en regard une INM et une indication, un symptôme, ça serait extrêmement précieux pour les patients, ça c'est certain. Une question qui m'est posée est autour des patients experts. Vous pensez qu'ils ont un rôle également, notamment dans les formations des praticiens? Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout les praticiens qui forment les praticiens. Est-ce que les patients, et vous en témoignez, n'ont pas un rôle aussi important à jouer dans la formation des praticiens? Ah oui, il me semble qu'ils ont un rôle essentiel. Les soignants s'en sortent très bien aussi sans patient expert, mais ça c'est un vrai plus, je pense. Moi, personnellement, il y a des choses que j'ai apprises toute seule quand j'ai vécu ma chimiothérapie. Je pense que ce sont des évidences, mais si mon hématologue me l'avait dit, là encore, ça m'aurait fait gagner du temps. Par exemple, l'activité physique. J'ai compris, en me forçant à aller marcher tous les jours, que cette marche, elle me faisait un bien incroyable, qu'elle m'aidait à dissiper les effets secondaires de la chimiothérapie plus rapidement
Et donc, chaque jour des 6 mois de chimiothérapie, y compris les jours où je recevais ma chimiothérapie, donc où j'étais vraiment la plus faible, j'allais marcher. Et je me forçais parce que je savais que ça allait avoir un impact positif. C'est ce genre de choses vraiment hyper simples que seul un patient peut savoir. Enfin, en tout cas, mon hématologue ne m'en a jamais parlé. Et donc, cet échange soignant-soigné dans le cadre de la formation, ça serait génial que ça soit systématisé pour, pour mieux faire comprendre et toucher du doigt un peu aux médecins, aux soignants, la réalité quotidienne du patient, des petits détails du quotidien qui ne semblent rien. Je pense aussi aux mots utilisés. Il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand je repense à cette période de ma vie au moment du diagnostic. Le mot cancer a été prononcé une seule fois. C'est le jour de mon diagnostic, on m'a dit les résultats de la biopsie confirment l'hypothèse du lymphome, c'est un cancer, et voilà le traitement que vous allez suivre. Le mot cancer a été prononcé une seule fois, donc ça témoigne bien du côté tragique que représente cette maladie. Alors oui, elle est tragique dans certains cas, heureusement elle se soigne de mieux en mieux, mais là encore, quel mot employer je pense que quand on est patient, on le sent beaucoup mieux, quel mot il faut employer, quel mot il faut éviter, que quand on est soignant ou bien qu'on n'a jamais été malade ou jamais été malade d'un cancer. Et voilà, ce partage d'expérience, il serait à mon avis extrêmement enrichissant. Une autre question, et une question autour de l'omerta. On a, nous, à l'Institut du cancer de Montpellier, fait un travail pour aller plus loin sur l'interrogation des patients. Et on s'aperçoit que pour certains, ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler quasiment de peur d'être plus mal soignés par des pratiques conventionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un travail d'information et de fiabilisation de l'information à donner pour que véritablement ce que vous dites, c'est-à-dire le retour à une alliance thérapeutique pertinente pour ces praticiens, soit fait? Parce qu'on a l'impression qu'ils hésitent à le dire. On ne sait jamais ce qu'ils pourraient dire sur des questions autour du tai chi, de pratiques psychocorporelles, de plantes, etc. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose à faire pour que d'un côté comme de l'autre, la glace se rompe et qu'on puisse avoir des échanges beaucoup plus constructifs en disant je vais mettre tous les atouts de mon côté, comme vous le dites très bien, entre des traitements autorisés, biomédicaux et en même temps des INM? Absolument. Je pense qu'il y a différents profils de patients et différents profils de soignants. Pour avoir mieux connu du coup le côté soignant, je pense qu'il y a les soignants qui sont neutres, qui disent ben oui, faites ce qui vous fait du bien, tant que vous n'allez pas dans des contre-indications que je vous indique. Par exemple, moi, je sais que je ne vais pas prendre de compléments alimentaires avec du pamplemousse. Voilà, mais tant que vous ne faites pas ça, faites ce que vous voulez. Il y a les soignants qui peuvent être un peu méprisants. Et ça, c'est très, très dur en tant que patient parce qu'on a l'impression de se faire du bien. En tout cas, on veut être acteur et puis on se prend des portes. Donc, voilà. Et puis, il y a le soignant, au-delà du mépris, qui va tenter d'interdire, quoi. Non, non, vous vous faites abuser, c'est pas bien, etc. Je trouve que c'est extrêmement destructeur pour un patient d'avoir tellement peur de ne pas pouvoir dire à son soignant qu'il suit tel ou tel INM. Dans le cadre du cancer, mon hématologue, je la voyais toutes les 2 semaines. C'est quelqu'un dont je suis devenue très très proche. Et le fait que j'ai pu, moi en tout cas personnellement, lui raconter tout ça, ça témoigne de la qualité de la relation qu'on a eue. Et vous imaginez donc à quel point cette relation, elle a pu aussi être un soutien pour moi pendant mes traitements. J'étais dans une totale liberté de parler de tout ce que je vivais. Et je lui ai dit que je faisais ça et ça et ça. Et je lui disais un peu à demi-mot, je lui disais non, non, mais c'est la chimiothérapie qui me guérit. Mais bon, c'est vrai que l'acupuncture, ça me fait du bien. Elle me disait non, non, mais c'est bien les deux. L'acupuncture, c'est pour les effets secondaires. Et puis, ça vous soutient de manière globale. Et puis, la chimio, ben voilà, c'est là pour lutter contre les cellules cancéreuses. Et donc là, effectivement, à mon sens, il y a un gros travail à faire pour conscientiser un peu plus les soignants. De toute façon, ce mouvement d'engouement pour les INM, il est là. Et les patients, ils iront, qu'ils soient accompagnés ou non. Et puis, une sensibilisation, pourquoi pas aussi côté patient, de dire c'est dans votre intérêt
d'informer votre soignant que vous voyez tel ou tel praticien. Et parce que là encore, il peut y avoir des zones un peu dangereuses. J'ai cité les compléments alimentaires, mais on peut imaginer d'autres choses. On peut imaginer, par exemple, un patient qui va avoir un acupuncteur qui est mal formé et qui va avoir une infection avec une aiguille. Et puis quand on a une infection, quand on est en aplasie, c'est extrêmement dangereux. Enfin, pour la sécurité du patient, c'est extrêmement important de dire toutes les autres prises en charge, au niveau en tout cas physique, dont il bénéficie dans le cadre de sa maladie. Une autre question qui nous est posée, et je la trouve extrêmement pertinente, c'est est-ce que ces médecins que vous avez trouvés, vous les avez trouvés en secteur hospitalier et ils ont intégré dans votre projet de soins et dans votre dossier médical les INM que vous avez pu utiliser, ou au contraire, c'était en médecine de ville et il n'y a aucune trace de ces pratiques parce que justement, pour l'instant, l'administration n'en tient aucune trace ni rigueur. Alors, certains des praticiens d'INM que j'ai vus étaient médecins, d'autres non. Hospitalier. Et il n'était pas médecin hospitalier. Par exemple, mon acupuncture est médecin généraliste, il est installé en libéral. Donc, effectivement, il n'y a aucune trace de ce suivi. Moi, à titre personnel, ça ne me pose pas de problème, mais ça serait peut-être intéressant d'avoir ce suivi. OK. Et une autre question vous est posée autour du remboursement. Pour l'instant, c'est vrai que pour la sécurité sociale, les remboursements restent faibles sur les INM, mais est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez connaissance également de mutuelles qui le remboursent justement dans l'approche que vous évoquez, c'est-à-dire une approche complémentaire? Est-ce que des mutuelles commencent à s'engager? Est-ce que vous voyez des initiatives dans le domaine? La mutuelle, actuellement, elle rembourse 30 € sur 5 médecines 12 par an. Et ça inclut même un centre pédicurie, pour tout vous dire. Mais les mutuelles sont très conscientes de l'engouement des patients pour les INM. Avec le vieillissement de la population, il y a aussi un enjeu autour des seniors. Que ce soit dans un contexte de maladie, de santé, de maintien de la qualité de vie, de handicap, les contextes sont multiples. Donc je pense que les mutuelles sont très au fait que de toute façon, si elles ne prennent pas le train en marche, une autre le fera avant elles, et que c'est dans l'intérêt déjà pour la santé de leurs adhérents, mais aussi économiquement pour elles, de s'intéresser à ces sujets et de proposer des prises en charge financières. Et pour revenir sur la question précédente, la seule INM que j'ai faite au sein de l'hôpital, c'était une séance de socio-esthétique à l'hôpital Saint-Louis. J'en profite pour parler de cet hôpital qui est absolument génial dans l'hôpital service d'hématologie. Il y a un centre pour les attestations des patients avec des informations, avec des conférences, et notamment des ateliers de socio-esthétique. Et là, j'en ai bénéficié gratuitement dans un cadre hospitalier, mais les personnes qui animaient cet atelier n'étaient pas médecins. Et ce centre-là donc avait finalement un travail pluriprofessionnel avec différents professionnels qui étaient réunis dans cette structure, c'est ça? C'est-à-dire des médecins, des non-médecins, donc de socio-esthétique notamment, mais dans une structure qui était dans l'hôpital ou à côté de l'hôpital? Exactement, au cœur de l'hôpital, donc extrêmement pratique, justement, cette proximité était très appréciable. Et oui, une pluridisciplinarité et les ateliers, pareil, je ne me souviens plus exactement, il y avait socio-esthétique, mais il y avait aussi des groupes de parole, et il y avait une mise en lien aussi avec différentes associations, France Enfants Espoir dans mon cas, ou d'autres. Donc ça, c'est extrêmement précieux d'avoir ça à côté de chez soi, parce que pareil que pour les INM, quand on veut se tourner vers des associations de patients ou des deux structures, par où on commence, c'est pas facile. Une question qui va toucher votre optimisme ou votre pessimisme, je ne sais pas, mais en tout cas, on vous pose la question de savoir si vous pensez qu'il y a une évolution plutôt positive depuis votre diagnostic, quand vous voyez d'autres malades, quand vous voyez la situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, ça bouge? On a l'habitude de voir d'autres pays comme le Japon, comme les États-Unis, comme la Suisse, qui sont bien plus en avance que nous sur les INM. Est-ce que vous avez, de votre impression, plutôt la sensation qu'il y a des progrès et vous êtes optimiste pour l'avenir, ou au contraire, vous êtes quand même pessimiste parce qu'on trouve que c'est trop lent, cette intégration des INM?
Je suis plutôt optimiste. Après, je suis peut-être dans un biais parce que moi-même, bénéficiant ou ayant bénéficié d'INM, j'en parle beaucoup autour de moi et j'ai l'impression que beaucoup de personnes autour de moi aussi en bénéficient, mais c'est peut-être un biais et que mon entourage me ressemble. Euh, non, je suis optimiste et je pense que les patients n'attendent pas de toute façon. Ils vont pas attendre que les INM soient intégrés dans le parcours de soins, dans les structures pour se tourner vers elles. Et il y a aussi clairement un mouvement de défiance envers les INM. Le déremboursement total de l'homéopathie en est aussi un témoin. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être optimiste. Parce que pour moi, c'est indispensable que les INM soient davantage accessibles, qu'on puisse mieux informer les patients, qu'on puisse les guider et puis qu'on réfléchisse à un remboursement aussi. Pour l'instant, l'homéopathie réglementairement en France est un médicament. Donc ne rentre pas encore dans le champ des INM, mais la discussion peut avoir lieu. Je pense que la recherche doit avancer. Et je voudrais peut-être terminer parce que nous sommes dans un congrès scientifique pour vous donner une dernière question sur la recherche. Est-ce que vous pensez que cette recherche doit s'adapter à ces solutions et que, vous l'avez dit, on ne peut pas exactement évaluer probablement de la même façon? Comment vous verriez les choses et comment vous verriez l'implication des patients dans la recherche sur les INM? Alors, je pense que les INM peuvent être un objet de recherche. Je pense que la recherche sur les INM, les études peuvent être réfutables, et c'est bien ça la définition de la science, comme l'a défini Popper, c'est quelque chose qui est réfutable. Maintenant, peut-être que les critères de jugement de l'efficacité d'une INM, d'ailleurs, c'est pas peut-être, c'est sûr que les critères de jugement de l'efficacité d'une INM ne sont pas les mêmes que pour un médicament. Donc, un critère qui peut peut-être être davantage pris en compte dans le cas de l'évaluation d'une INM par rapport à un médicament, c'est le sentiment, l'impression subjective du patient qu'il y a une efficacité. L'INM, elle agit sur le corps, mais aussi sur l'esprit, sur les émotions. Donc, pour moi, les patients, les études sur les INM seront différentes des autres et les patients ont un rôle à jouer parce que les populations incluses dans ces études, elles doivent être les plus grandes possibles pour que la robustesse augmente. Donc oui, les patients, s'ils souhaitent s'engager entre guillemets au service de l'évaluation des INM, ils ont tout à fait un rôle à jouer et ils doivent se mobiliser pour ces études. Voilà. Fanny Bernardon, merci infiniment pour ce témoignage, pour à la fois l'encouragement pour les chercheurs qui sont présents dans ce congrès, pour les praticiens qui mènent de la recherche. Je pense que ce témoignage patient, il est tout à fait indispensable. Vous avez montré à quel point les patients sont aujourd'hui compliants, motivés, impliqués et que de toute façon, l'usage se fait. Donc on ne peut pas faire autrement que de compter sur ces INM et je pense que tout le secteur de la médecine va progresser dans à la fois la prescription, à la fois l'évaluation et à la fois la mise en œuvre des bonnes pratiques.